Zij, de kam de gangsta, no one ain't. Welcome! We are super excited to introduce Brain, the Brain, a completely new experience for Omnisphere. Bon, Nico, c'est un plaisir de te recevoir ici. Bah, écoute, plaisir partagé. Depuis le temps qu'on en parle, franchement, je suis vraiment très content d'être là. Voilà. Vraiment, on a commencé à échanger depuis un petit moment déjà et on a tout de suite accroché. Il y a pas mal de gens comme ça, tu sais, tu les rencontres une seule fois et puis tout de suite, ça devient tes amis. Et parce qu'en fait, on partage des choses qui sont universelles, des valeurs, une certaine forme de philosophie. Et t'es arrivé à me réconcilier avec le rap. Donc c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Donc bravo pour ça. Je suis en train de faire en fait toute une série de vidéos justement avec des gens de milieux, enfin de cercles différents du mien. C'est-à-dire que moi, généralement, je parle de santé, de physiologie, de renforcement, etc. Et là, j'ai envie vraiment d'aller rencontrer des gens qui sont artistes, des gens qui sont dans des cercles qui généralement se rejoignent pas. Tu vois, on dit soit t'es artiste, soit t'es sportif, soit t'as des muscles, soit t'as un cerveau. Tu peux pas avoir les deux. Tu vois, et faire un petit peu des croisements comme ça, des rencontres. Et voilà, est-ce que le rap nous sauvera-t-il? Parce que à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, c'est est-ce que la pop culture nous sauvera-t-elle? Est-ce que le sport nous sauvera-t-il? Tu vois? Et est-ce que le rap nous sauvera-t-il? Ça va être vraiment le thème du jour. Et bah déjà, est-ce que tu peux te présenter avant qu'on parle évidemment de ton album, mais te présenter qui tu es, d'où tu viens, pourquoi, comment. Vous avez 5 minutes, monsieur. Alors, ça, je vais essayer de faire vite. Je rigole, je sais pas. T'as tout ton temps, t'as tout ton temps. Ok. Bah ouais, je fais du rap depuis très longtemps. J'ai repris, ça fait 1 an. Voilà, parce que j'avais arrêté pendant 10 ans, voire 11 ans. Je crois que le dernier projet c'était 2009. Voilà. Après, personnellement, je suis réunionnais parisien. Voilà. Je vais te refaire l'histoire de ma famille comme ça. Tu vas bien savoir qui je suis. Donc, je suis le fils d'un ouvrier boulanger de Courbevoie, Paris, qui a rencontré une Réunionnaise qui fuyait la misère, qui a quitté son île quand elle avait 20 ans. Et donc voilà, j'ai grandi dans les Hauts-de-Seine, Courbevoie, ensuite Asnières. Enfin, surtout Asnières. Je suis né à Courbevoie, mais j'ai grandi à Asnières. Ensuite, on est parti vivre en Picardie. J'ai pu revivre un petit peu, découvrir la campagne, le bon air d'un petit village d'une centaine d'habitants. Ça m'a vraiment changé, mais j'étais encore jeune. Et puis ensuite, on a décidé de venir habiter à La Réunion. Ma mère étant réunionnaise, elle avait besoin de rentrer dans son pays. Donc j'ai vécu comme ça de la banlieue à la campagne, puis à La Réunion. Et le rap, ça m'est venu très jeune. Finalement, c'était un peu... Il y a un côté déterministe là-dedans, comme dirait Pierre Bourdieu. C'était un petit peu dans mon ADN social, dans mon ADN culturel. C'était normal, entre guillemets, bien sûr. Et donc, j'ai commencé comme ça à écrire au collège déjà. J'étais un petit peu introverti et puis j'avais eu une enfance un peu compliquée. Bon, après, tout le monde a ses difficultés. Bon, moi, j'en ai eu comme n'importe quelle personne et donc, j'avais ces choses-là qui avaient besoin de ressortir sous une forme ou une autre. Et moi, ça passait par l'écriture. Voilà, donc j'étais même jusqu'au lycée, j'étais un mec un peu bizarre. Quand tout le monde était en mode les filles, les boîtes de nuit, machin, bon moi j'étais dans des livres sur l'ésotérisme, des livres sur la psychologie, un peu de rébellion, un peu de voilà, un peu de THC, voilà, des trucs pas trop méchants. Mais je vivais en HLM aussi, c'était pour moi aussi peut-être une façon de se socialiser parce qu'on oppose souvent la socialisation et la marginalisation. Mais c'est vrai que dans certains microcosmes sociaux, on se marginalise pour se socialiser. Quand on sait que se socialiser, c'est acquérir un statut qui est valorisant.
un vrai rôle dans la société. Des fois, quand tu vis dans la précarité, en cité, etc., tu vas aller faire des choses de marginaux, mais ce sera pour t'intégrer dans ton milieu finalement. Voilà. Et donc, ouais, j'ai grandi un peu dans tout ça. Un mec un peu bizarre, ouais, effectivement, déjà très jeune. Et l'écriture qui m'a suivi, même si, comme je disais, j'ai fait une pause d'une dizaine d'années, parce qu'après, je suis rentré dans la vie professionnelle et ça devenait compliqué d'écrire. J'écrivais surtout pour l'Europe, pour le Fonds social européen, pour aller. Ça, c'est Syrie. J'écrivais surtout pour des demandes de subventions, en fait. Voilà. Et donc j'ai arrêté pendant 10 ans. Et là, je reviens. J'ai l'envie qui m'est revenue. Après, il y a toute une histoire qui a fait que, hein, bien sûr. Il y a toujours des choses qui se manifestent pour que d'autres puissent vivre. Mais donc voilà un peu la présentation trop longue. Non, j'ai dépassé là. J'ai dépassé les 5 minutes. Ah non, t'es parfait. Et parle-moi de cette période de 10 ans comme t'as dit, tu es rentré dans le monde actif. Tu as travaillé avec dans le monde de la protection de l'enfance, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors la protection de l'enfance, c'est un peu plus récent. Ça fait un peu plus d'un an, mais pendant 6 ans et demi, j'étais directeur général d'un dispositif d'insertion et de formation, donc avec des jeunes en grande précarité, non diplômés et avec un background, un passif, parfois douloureux, en tout cas très compliqué, très complexe et pas facilitant pour s'insérer. Donc on travaillait avec eux sur les matières, on va dire académiques, et puis tout ce qui était de l'ordre du comportement, de l'ordre de l'attitude. Voilà, vraiment la pédagogie et l'éducatif au sens large. Donc ça, c'était mon précédent emploi. Et maintenant, effectivement, je bosse dans la protection de l'enfance, donc plutôt avec des mineurs pour le coup. D'accord. Et est-ce que parmi les jeunes que tu accompagnais, tu voyais des similitudes avec ta propre adolescence et les propres problèmes que tu avais rencontrés, ou vraiment il y a un gap de génération qui s'est fait avec l'arrivée d'Internet, l'arrivée des smartphones? Tu vois des différences aussi? J'ai vu beaucoup de similitudes personnellement, et c'est ce qui fait, c'est ce qui a fait en tout cas que j'avais professionnellement une posture qui me permettait d'incarner, comment dire, enfin modestement, la possibilité de s'en sortir malgré tout. Voilà, donc c'est le message que je faisais passer à mes salariés et aux jeunes quand je les voyais, en disant que tout est possible, il faut pas lâcher, tout le monde a du potentiel, et la difficulté parfois ça nous renforce. Et on découvre des jeunes qui ont énormément de talent et qui ont eu des galères, et des fois il faut pas grand-chose pour s'en sortir. Hein. J'avais eu des anecdotes, j'en ai des milliers, mais j'avais des jeunes par exemple qui revenaient de stage et qui étaient métamorphosés tout simplement parce que une fois dans leur vie, il y a un adulte qui leur a dit là ce que tu as fait c'est génial. T'as fait juste une mise en rayon, t'as été meilleur que mes salariés alors que t'es juste stagiaire. Bravo. C'est des fois c'est des jeunes, ils ont jamais entendu un bravo, une manifestation de gratitude, de reconnaissance, d'amour. Et donc voilà, il faut pas grand chose. Et c'est vrai que j'essayais de passer ce message-là. Et il y avait effectivement des similitudes. Moi, j'aurais pu relever quand j'observe maintenant avec le recul, mon véhicule, j'aurais pu relever de la DAS, qu'on appelle maintenant l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, à l'époque. Et parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'étais aussi très jeune à m'occuper tout seul de ma sœur. Mon père il bosse, ma mère est à l'hôpital. On est en autonomie, on est un peu perdu. Et c'est vrai que s'il y avait une assistante sociale qui était passée à ce moment-là, je pense qu'il nous aurait récupéré très très rapidement. Voilà. Et donc il y a après Internet. C'est sûr que ça a un impact sur les nouvelles générations, mais après la réalité est quand même beaucoup plus forte, que le virtuel, encore, en tout cas dans certains quartiers où les problématiques sociales sont tellement importantes que même si Internet, ça peut représenter une solution, un moyen de se libérer, un moyen d'évacuer, un moyen de se lier aussi, ça suffit pas, voilà, quand faut manger. Les générations, la galère reste quand même bien présente, malgré l'évolution, malgré
ce qu'on appelle la modernité. Après, à voir ce qui est moderne ou pas. Bon, je je vais m'arrêter là, mais voilà, hein, pour essayer de te répondre. C'est parfait, mais c'est super pertinent et intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire peu importe les époques, finalement, c'est vraiment les mêmes fondamentaux dont on a besoin pour s'épanouir. C'est le lien humain, c'est l'amour, c'est ce que tu viens de partager là, c'est juste un bravo ou un sourire. Et l'intégration dans certains groupes, c'est vachement fort, l'appartenance à un groupe. C'est vrai qu'on a cette image du rap qui peut être un vecteur justement vraiment constituer un groupe en tant que tel et le fait de rentrer là-dedans à tort, je pense, on a l'image d'une certaine forme de violence, vraiment d'un truc où les gens essayent je sais pas, de canaliser une violence, alors que c'est simplement pour trouver du lien humain, c'est simplement pour exprimer ce qu'ils ont au fond d'eux. Toi, ça passait par l'écriture, ça a découlé sur le rap, mais je pense que on a vraiment une image qui est véhiculée à tort ou à raison, je sais pas. Peut-être que c'est les grands médias, puisque on va parler de cet album que tu viens de nous pondre, qui est absolument fabuleux. On va parler justement de tout de suite dès le premier album, dès le premier morceau et même après les critiques que tu fais sur le rap moderne. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça justement, de ton approche par rapport au rap, de ton utilisation de cet outil finalement, de ce canal, versus ce qui est fait actuellement et ce que tu critiques dans Premium? En fait, le rap a connu une évolution. C'est vrai que moi, pendant 11 ans, j'étais totalement déconnecté. Et je suivais un petit peu. J'ai toujours écouté beaucoup de rap surtout US et notamment East Coast. J'ai toujours été un peu fibre new-yorkaise, pas trop le côté pimp, côté bling bling, LA, etc. Même si à LA maintenant il y a des rappeurs qui se limitent pas qu'à ça, hein, bien sûr. Mais donc je suivais, j'écoutais toujours un peu de rap US. Mais dans le rap français, il y a une vraie métamorphose. Je vais reprendre un exemple, une métaphore, enfin une citation qui est souvent utilisée de quelqu'un qu'on apprécie, Nassim Nicolas Taleb, qui expliquait en parlant de la bureaucratie qu'elle a été créée pour éloigner le décideur des conséquences de la décision. Voilà, je résume. Et je pense que dans le rap, il y a eu ça avec l'arrivée en tout cas la domination des top liners qui plaçaient la mélodie, le style, la forme avant tout le reste. D'accord. Ce qui fait qu'il y a une déresponsabilisation totale des rappeurs par rapport à ce qu'ils pouvaient produire en matière de texte. Voilà. Tu vois, donc l'idée c'est que faut que ça vende. Voilà, faut que ça vende. Et ça te fait des mecs qui ont 40 ans et qui sont à un âge où ils devraient être, en tout cas, se rapprocher de la phase humaine logique, de la transmission, en tout cas, des valeurs, etc. Et qui sont en train de jouer les petits ados qui font des braquages, qui parlent de sexe, de drogue, etc. Et qui ont un public ils doivent séduire des 12-15 ans avec du sexe, de la violence, etc. Et voilà, ça devient schizophrénique presque. Et les gens se détachent de leur responsabilité quand on leur pose la question. Ils te disent bien, c'est comme avec la bureaucratie et le décideur. Il te dit non, mais moi je suis pas responsable. Quand je rappe. Je suis une autre personne. Je suis un acteur. Voilà. Et si les enfants écoutent, c'est pas mon problème, c'est pas de ma faute. Sauf qu'il a créé le son pour aller séduire ce public de jeunes. Et en fait, c'est eux qui le nourrissent. En fait. En tout cas, les gens qui vivent de la musique dans le rap aujourd'hui, beaucoup, hélas, vivent grâce à ces ventes-là auprès des plus jeunes et avec des messages qui sont terribles. Ouais, c'est pour ça que des fois j'ai honte un peu de dire que je suis rappeur, surtout en tout cas dans le monde professionnel, parce que j'ai des responsabilités, j'ai des salariés, j'ai des personnes aussi sous ma responsabilité. Je vais pas aller dire je fais du rap, parce que quand les gens vont taper rap, ce qu'ils vont écouter, ça va être un truc de fou. Voilà. Mais voilà un petit peu ma vision. C'est vrai que je parle de ma posture dans le morceau Premium.
où je crois que c'est le seul morceau, il y a un petit peu de vulgarité, mais c'est pas grand chose, on va dire, c'est pour le panache, c'est pour appuyer le propos, hein, c'est pas pour aller faire le. Voilà, et ouais, j'ai du recul, en même temps, quand on écoute le texte, en tout cas, ce que j'ai voulu faire passer, moi, c'est de dire que c'est vrai que je suis dedans, mais en même temps, je suis pas dedans. C'est bon, ça. En fait, dans Premium, tu dis bien une phrase qui est super importante, c'est que tu t'es désintégré en voulant rester vrai. Donc c'est ça, t'as gardé cette ligne directrice qui collait plus au canon moderne, c'est-à-dire le rap, il a pris une direction, toi t'as voulu garder la tienne, et la direction qu'il a pris, bon, c'est la direction de la société de la consommation, et ça a touché tous les autres secteurs aussi, hein. Que ce soit le cinéma, la pop culture, la musique évidemment, mais plein d'autres choses. On a dévié vers ça. Et là, c'est beau parce que ton parcours, il nous renseigne sur ça. C'est-à-dire, il y a eu un gap où il y a eu presque une éclipse où j'étais, comme tu dis, désintégré. Et puis là, il y a une reformation, hop, comme une supernova dont on reparlera après. Il y a une reformation qui se reconstitue parce que tu sens que t'es passé dans l'âge de la transmission et t'as des choses importantes à dire. Et en plus, la forme, elle va avec. Donc, non seulement sur le fond, ça marche, mais sur la forme aussi. J'aime bien aussi l'expression que tu utilises, on dirait que c'est l'évolution d'un pari stupide. Où, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a tenté un truc au début et ça a marché. Bah, viens, on va là-dedans. Alors, ben ouais, mais non, en fait, fallait pas y aller parce que il y a le vivant, il y a ce qui est concret, et ce qui est bien, et puis il y a la voix de. C'est ça. C'est vrai que si on avait les morceaux qui sont les plus écoutés, les plus vendeurs aujourd'hui, et qu'on les faisait écouter de façon rétroactive avec une machine à remonter le temps, etc., à des mecs du mouvement à l'époque, ils t'auraient dit mais c'est une parodie, c'est une blague. Le mec il raconte, il a pas de propos, il a pas de discours, il a que des insultes, que des voilà, il y a rien derrière. C'est une parodie. Et en fait ouais c'est un pari stupide, un pari qui a dérivé, qui est devenu une normalité. Bon, après, il n'y a pas que ça dans le rap. Moi, je continue d'écouter. Je parlais du rap US, mais j'écoute toujours du rap français et il y a des plumes exceptionnelles. Moi, j'écoute Nak Mendoza, Virus, par exemple, un plus jeune qui s'appelle Alpha One, qui est vraiment très bon en termes d'écriture, en termes de technique. Lino du groupe Arsenic, qui est toujours là, et mais c'est des mecs qui ont encore un vrai propos et encore vraiment une très belle écriture, très technique. Et après il y a pas que la technicité, hein, il y a aussi les émotions, il y a aussi voilà. Bien sûr. Il faut citer tes comparses aussi, hein, Snow et Soper, voilà, qui sont. Ah oui, bien sûr. Ah mais Snow, Soper. Il y a FP+ aussi. Bon, il rappe pas, il fait surtout de la prod. À l'époque, il rappait beaucoup plus. Et on est les quatre là de l'empreinte, Snow, Soper, FP et moi. Et, on est vraiment dans la même logique. Alors, pour faire une petite parenthèse pour les copains, puisqu'on est dedans, Snow, c'est vraiment le côté pareil, spiritualité, mais plus le courant un peu viking. Tu vois, un peu tradition nordique, etc. Parce que ce qui nous rassemble, c'est un peu la tradition, mais au sens guénonien. Voilà. Après, je vais pas aller à fond dans ce sujet-là parce que c'est un très grand sujet, mais on se retrouve autour de la tradition primordiale dans notre spiritualité, dans notre façon de voir les choses et de décrire certaines réalités. Donc il y a le Viking, c'est Snow, il y a Soper, c'est plus la tradition chrétienne. Moi, c'est un peu un mélange de tout, on va dire c'est mon côté un peu créole qui fait ça. Côté un peu mystique aussi. Et FP, il pose pas trop de texte, mais on est vraiment dans la. FP, il a un petit côté, je sais pas si les gens qui nous regardent, ils connaissent ce groupe-là, mais il y a un groupe qui avait une approche très sociologique, c'était la rumeur. Et ouais, FP me fait penser à la rumeur, par exemple. Voilà. Ouais. Bon. Ça, c'était pour la parenthèse pour les copains. Ouais, on les salue bien bas. J'espère les rencontrer un jour. Ça me ferait plaisir. En tout cas, j'ai vraiment apprécié quand ils sont dans l'album. C'est votre collaboration, mais surtout évidemment avec le cœur qui m'a le plus touché. Donc c'est la 9e piste, il me semble, de l'album. Ouais. Et pour prendre chronologiquement cet album, j'avais ça en tête, tu vois, pour ton interview, parce que comme ça, les gens pourront
écouter l'album en entier et avoir l'histoire derrière chaque morceau. Et derrière Premium, donc, qui est le premier titre de l'album. Ce rap me doit des thunes et t'appuieras sur repeat. Je ferme les yeux sur sa répute tant qu'on n'est pas quitte. L'empreinte Records, tu t'es dit c'est quoi cette équipe? Et oui, je reviens 10 ans après, fallait que je médite. Pas d'écriture automatique, juste on traumatise. Les mythos romantisent, les nœuds somatisent. Putain, en 2021, ces mecs sortent un disque. La gloire est sporadique, l'industrie proratise. On s'en branle avec panache, demande à son père. Malgré nos velléités, frère, on reste clair. Les médias vendent du rêve, tantôt des attentats. J'ai pas prévu de t'embrouiller, le banquier attendra. Faire de l'or en barre, déménager dans le 16. Mais faut que je retrouve mes textes de 96. Tout est une question de posture, de discours, de courbettes, de courbes de parure, d'imposture. Où tu nous racontes ton retour, le pourquoi du retour aussi, qu'on vient de parler. Après, on a Thune. Et là, il y a vraiment cette critique justement de cette société de la consommation. Là, on parle de Netflix, on parle de tout, et c'est vraiment ça, c'est-à-dire tout tourne autour de l'argent. Et comment je vais m'en dégager, comment je vais réfléchir par rapport à ça. Pour ma femme et mon fils, il me faut des thunes. Pour le Game Pass, Netflix, faut des thunes. Pour la gloire, ils s'en foutent, les burn. Moi je préfère la lumière que leur thune. Pour ma femme et mon fils, il me faut des thunes. Pour les factures et l'équipe, il faut des thunes. Pour la gloire. C'est bien parce que on a vraiment cette, on a des montagnes russes dans l'album par rapport au thème et par rapport, voilà, je sais pas moi, à la ligne que tu as voulu faire. Et il y a vraiment un enchaînement qui est hyper logique et très bien construit. Donc, l'argent, tout ça, parle-nous-en un petit peu, ce rapport. Le morceau Thune, c'était pour prendre un petit peu à contre-pied parce que le discours que l'on retrouve dans la plupart des morceaux hip-hop actuels, je vais dire rap parce que le hip-hop, c'est un peu plus large, on va dire le rap. Mm-hmm. Et la thune, l'argent, il y en a besoin effectivement, mais ce que j'ai voulu mettre moi dans le refrain, en fait, l'une des clés du morceau, c'est dans le refrain. Quand je dis moi, je préfère la lumière que la thune, ou je préfère la guider que la thune. En fait, oui, l'argent, c'est important, on en a besoin pour Netflix, le Game Pass, pour plein de choses, payer ses factures, etc. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça l'essentiel. Et le problème, c'est que avec ce prétexte de l'argent là, de cet argent, les gens prennent pas toujours les bonnes décisions, puis ils sont comme on dit maintenant, les gens sont matrixés un petit peu, tu vois. ils sont vraiment obnubilés par ça et ça fait des comportements presque bestiaux. Enfin, on revient à un instinct un peu sauvage quand on ne pense qu'à ça en tout cas. Voilà, même si ça c'est quand même important. Bon. C'est une très belle analyse du monde d'Instagram, de Facebook qu'on peut voir, et c'est vraiment ça casse les codes, justement, ça sort du monde du rap pour toucher toutes les autres industries qu'on aime tant, que ce soit n'importe quel courant artistique ou même la société actuelle, moderne, en tout cas occidentale, qui se développe autour du paraître, de la forme, encore une fois, et en l'absence de fond. Et c'est vrai que l'argent a tendance quand même à vicier un peu tous ces rapports humains dont on a cruellement besoin, surtout maintenant, surtout dans cette période-là où on est tous masqués. Donc super morceau. Et après, vous arrivez avec Déter et l'intégration d'un guest. Tu vas pouvoir nous dire. Il m'accueille en chantant, ouais. On peut aussi imaginer des jardins jaillis, des marais de sénélium bonucifères qui vêtissent les mares des palais. Dis-moi à quel sirop de merde on a dû l'arôme d'un jasmin et tu sauras à quoi c'est la matière des monuments humains. Toujours je sais, tu crains l'enfer, d'où les lamentations des fers. Alors viens sur l'embarcadère, écoutez les pêcheurs de perles. Ils t'apprendront que leur richesse ne naisse que d'un mal abyssin et que le soleil brille aussi bien sur le sein que l'assassin. Ouais, il y a Idriss après qui est invité sur le morceau Déter avec un couplet de feu mais qui vient de l'espace, en fait, qui arrive comme une comète, on sait pas d'où ça sort. Il y a un moment où ça s'arrête, ça se calme et boum, après ça. Ouais, ça arrive, c'est un flow qui est différent. Ouais. On a l'impression qu'il flotte comme ça.
au milieu de la prod. Le son est un peu spatial. Voilà, il y a beaucoup de reverb. Ouais, et donc c'est le morceau d'Ether, c'est un peu le point d'orgue de l'aspect antifragile de l'album, on va dire. Enfin, pour moi, après, c'est peut-être pas comme ça qu'il est vécu et ressenti, mais c'est vraiment montrer que ouais, c'est difficile. En fait, le couplet d'Idriss à Berkane, quand il arrive en troisième position, donc c'est le troisième couplet, troisième et dernier couplet, il arrive pour finalement donner le résumé un peu du morceau, en disant ouais, c'est difficile, ouais, ce monde est cruel, mais il est fait pour nous. Je reprends une de ses phrases et ouais, il cite Shakespeare d'ailleurs, je crois que c'est la dernière rime qu'il utilise. Par rapport à voir, il est pas en train de dire. Voilà, c'est ça. Et exactement, ouais. Bah tout ça, c'est toutes ces difficultés de la vie, toute cette détermination qu'il faut avoir. Finalement, c'est fait pour être. C'est pas fait pour avoir. Et après, ce morceau-là, d'Ether, moi, j'ai voulu mettre des trucs un petit peu mystiques. C'est pour ça qu'à un moment donné, je dis ton idole est Genouné ou bien El Pépon, même si c'est un peu provocateur. Et puis après, dans le couplet d'après, dans le couplet d'après, à la fin du premier couplet, déjà, je cite René Guénon. C'est pour dire, voilà, quand je dis les discours stériles sont devenus féconds, et je dédicace cette rime à René Guénon, bah, c'est un peu ce que René Guénon disait dans la crise du monde moderne, mais ce qu'on retrouve un peu dans toutes les lectures un peu de influencées de la tradition, avec ce côté tout ce qui est comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est trop en surface, etc. Où on s'éloigne finalement, on est dans un monde. Les alchimistes disent rassembler ce qui est éparse finalement, et on est dans ce monde où tout est désagrégé. Voilà, et il y a plein de petits trucs qui n'ont plus de sens, qui n'ont plus de contenu, qui n'ont plus de consistance, tu vois. Et c'est pour ça que je cite Guénon, c'est un peu voilà, je cite quelques clés, et puis après dans le couplet d'après. Je dis en réalité on combat dans la fosse, et là je donne une clé aussi pour les gens qui ont écouté l'album. La fosse, c'est pas la fosse au lion, même si c'est ce qu'on pourrait entendre comme ça, c'est la fosse FAU2SE. Donc est-ce qu'on combat dans la vraie réalité finalement? Voilà, donc voilà, il y a un petit côté dans D'Ether avec Idriss. Après, Idriss, il aime beaucoup le soufisme et l'ésotérisme islamique, mais pas que. Je pense ça fait partie des points communs qu'on peut avoir. Et voilà, c'était après le refrain aussi, le refrain un peu plus basique, un peu plus facile à comprendre, mais cette voix qu'elle a, Aurore, moi j'adore. Je suis fan de mon propre morceau, parce que Aurore du Cap, elle a une voix mais magnifique. Moi, ouais. C'est un très très beau morceau, et comme tu l'as dit, l'alchimie se passe très très bien entre vous tous. C'est super intéressant ce que tu dis par rapport à la fosse. Justement, on a toujours l'impression d'être en lutte dans le monde actuel. Vraiment, même la sémantique qui est employée par les hommes politiques de guerre, lutte contre le virus, guerre contre. C'est vraiment le chaos des stoïciens. Tu sais, la guerre de tous contre tous, ou la privation des libertés humaines. Ouais. Et vraiment, faut qu'on s'interroge si on n'est pas en train de se tromper de combat, justement. On est peut-être en train de lutter. C'est peut-être l'aboutissement de ce pari stupide dont on parlait tout à l'heure, où on a pris un chemin complètement à l'inverse de ce qu'il fallait faire autour du vivant, autour de ce qui vraiment peut nous épanouir. Et on en est à un point où on est dans une fosse à tourner en rond dans un truc qui est un monde matriciel, encore une fois créé par une matrice sans doute, je sais pas moi, qui est juste en fait la résultante de l'écoulement du temps, en fait. Voilà, c'est des choses où on a fait des erreurs sur erreurs, et on est arrivé à un monde qui marche sur la tête. Et là, il faut vraiment se dire, est-ce que je continue à me débattre comme un poisson en dehors de l'eau, ou est-ce que je retourne dans mon aquarium, et là, en fait, tout va être facile, avec tous mes autres potes poissons, au lieu de essayer de leur marcher dessus. Et donc, j'aime beaucoup ce morceau, surtout son titre, parce que vraiment, il fait référence à une détermination, quoi, pour moi. C'est-à-dire, Premium, tu reviens, les tu dénonces le monde, et puis ne pas se souvenir quand même qu'il faut garder une ligne, une détermination de ok, d'accord, mais ce monde il est là pour nous, il faut l'incarner, il faut être, et à partir de là. Et puis comme tu t'as parlé des stoïciens, et là dernièrement
je relisais, alors je sais plus quoi le titre exact de Marc Aurèle là, Penser pour moi-même. Voilà. Et où vraiment il nous explique comment est-ce qu'il essaie d'incarner ce stoïcisme. Et en fait, c'est une vraie lutte contre soi-même, parce qu'on est tellement pris dans un tourbillon, dans une tempête, que juste réussir à se recentrer sur soi-même, là aussi, c'est un combat qui est très très compliqué. Très compliqué, parce qu'on a tout qui est là pour nous voiler, pour nous parasiter, et il faut aussi de la détermination pour ça, même si ça se passe à l'intérieur. Bien sûr. On souffre plus, en fait, je pense que ça aussi, c'est un des forts messages de Marc Aurèle, c'est qu'on souffre plus des choses sur lesquelles on essaie de s'accrocher, comme une croyance limitante, comme dirait Idriss, un truc dont on croit que si je l'ai pas dans ma vie, je suis foutu. On souffre plus de cette descente où on essaie comme un grimpeur, tu vois, qui essaie de s'accrocher, etc. Et de ça, alors que peut-être que si on lâchait prise de cette chose-là, ce serait beaucoup plus libérateur, et ça nous coûterait moins d'énergie. Ouais, c'est ça, ne pas se prendre la tête, ne pas être mal pour des choses sur lesquelles on n'a pas la main. C'est un peu ça, le stoïcisme. Mais on retrouve ça même au-delà des philosophies, même si le stoïcisme, c'est une philosophie, on va dire, pratique. Mais on retrouve cet aspect-là du détachement. On peut le retrouver aussi dans l'hindouisme, par exemple. Se détacher des choses qui nous font mal, en fait, on se fait du mal nous-mêmes, parce qu'il suffirait simplement de se dire, OK, là-dessus, on n'a pas la main. Pourquoi désirer ça? Pourquoi avoir une passion pour ça? Et pourquoi conditionner son bonheur sur l'acquisition de telle ou telle chose, ou l'assouvissement de tel ou tel désir? Il y a tout un combat aussi, par rapport à ça. Bon, les pensées de Marc Aurèle, il y a des passages un peu, on peut tourner les pages rapidement, mais il y a des passages qui te prennent aux tripes. Voilà, c'est un de mes bouquins favoris, vraiment. Ouais. Non, c'est du très bon fit. Il y a un mot que tu as utilisé plusieurs fois, déjà, c'est l'espace. Et ce thème d'espace, de cosmos, des étoiles, etc., il est vraiment un peu omniprésent dans l'album. Et il se trouve surtout dans le quatrième morceau, qui est peut-être mon préféré, qui est Atlas, parce que ça représente encore une fois cette, c'est en référence au titan, si je dis pas de bêtises, c'était un titan, Atlas, qui portait pas un cartable sur son dos, mais l'univers. Frérot, t'es tombé sur un titan. Tu m'imagines compter les recettes. Dis-toi, quand je posais il y a 20 ans, l'antipop de l'auteur c'était une chaussette. Je porte les peines de ce monde, mais ces joies aussi. Ces rappeurs immondes sont des parodies. Ceux 10 carrés sont des arrondis. Et merde, je les double au ralenti. Pas besoin de forcer, je te dis ça sans arrogance. Si t'as pas échoué, je te fais pas confiance, faut que t'en aies conscience. La vie, ses aspérités, l'espace, ses astéroïdes m'ont usé, désespéré. Je me pose au jardin des Hespérides. Et c'était vraiment et ouais, ce thème d'avoir un poids sur les épaules et d'affronter, en fait, d'endurer la chose. C'est un morceau qui est très très fort, très beau déjà, mais très très fort. Est-ce que tu peux nous en parler de pourquoi t'as voulu rendre hommage à Atlas en particulier, et le texte un peu? Atlas, c'est une figure qui m'a toujours un peu obsédé, parcouru. Il y a ce côté de l'être solitaire sur qui repose la voûte céleste, mais symboliquement les douleurs, les peines du monde, les difficultés de la vie matérielle, etc. Et puis moi, à travers Atlas, je voyais mon père, je voyais aussi moi peut-être dans mon parcours. En tout cas, pour le morceau Atlas, quand je l'ai écrit, je parlais surtout de moi pour le coup. Et ouais, des fois on est tout seul, on doit se battre par rapport aux difficultés de la vie, problèmes dans le boulot, problèmes dans la famille, dans le couple, etc., le problème de santé. Et on a l'impression qu'on a un monde sur les épaules, quoi. On se dit, mais comment on va faire pour s'en sortir? Et Atlas, c'était un peu l'allégorie de ce truc-là, quoi. Voilà, après, faut que les gens écoutent le titre pour vraiment se faire une idée. Mais à un moment donné, je dis, vous faites quoi, là? Je m'endors sur la potence. Donc pour dire, ouais, à un moment donné, on veut me tuer, il y a tout qui me tombe dessus, mais les gars, je suis encore là et je m'endors. C'est quand la prochaine épreuve, quoi? Et il y a un petit côté aussi de provocateur finalement. Ok, vous me fouettez, allez-y, fouettez plus fort, c'est pas un problème.
finalement, c'est ça qui fait grandir. Donc, Ouais, voilà. Et puis c'est quoi le projet? Expliquez-moi pourquoi déjà, parce que si vous m'expliquez pas pourquoi que ça dure une éternité, au bout d'un moment, faut qu'on passe à la vitesse supérieure, ou sinon qu'on arrête. Mais pas que ça arrête, on reste toujours dans ce douillet. Et je pense que c'est vraiment cet inconnu en fait, ou cette forme de constance vraiment qu'on nous vend en fait. Hein. Tout, ouais. on parlait tout à l'heure de Taleb, mais c'est vraiment ce qu'il écrit dans son livre Antifragile, c'est la linéarité qu'on essaie de nous vendre partout, faire un crédit, chercher vraiment être dans un confort douillet, que les choses ne bougent pas. Et Atlas, il est condamné pour l'éternité à avoir l'univers sur son dos. Donc, tu peux pas trouver pire, quoi. Et heureusement qu'en fait le vivant c'est tout l'inverse, c'est-à-dire ce n'est que volatilité, ce n'est qu'exposition à des événements hasardeux. Et c'est ça en fait qui fait l'émergence de l'innovation, la complexité, le vivant, de pourquoi on est capable d'avoir une conversation Zoom maintenant. On en est arrivé à ce point-là d'intelligence. Et c'est ça en fait qui fait la beauté de la vie, c'est qu'on est mortel. Et Atlas, il est pas mortel, il va porter le monde sur son dos toute son éternité en fait. Et ça c'est terrible. Je pense que c'est la pire des condamnations. Vraiment se rendre compte que on n'est pas dans cette situation-là et que généralement le poids qu'on a sur les épaules, c'est nous qui l'avons nous-mêmes mis. Parce que ce cortex frontal, même le cortex tout simplement qu'on a acquis, même le néocortex le plus récemment dans l'évolution, c'est une lame à double tranchant, c'est-à-dire c'est génial de faire des choses extraordinaires et philosopher à deux comme on est en train de faire, mais c'est aussi une merveilleuse machine à nous créer nous-mêmes des nœuds dans la tête et à nous mettre du poids sur les épaules qu'on ne devrait pas avoir. Donc ouais, j'adore Atlas. Super. Ouais, merci. Merci. Ouais, puis non, faut que les gens écoutent. Après, j'ai fait beaucoup de références aussi à la mythologie et pas que la mythologie grecque, parce qu'à un moment donné, je dis j'étais en chien comme Anubis. Ouais. C'est pour faire des petits clins d'œil à d'autres mythologies, d'autres courants. Et puis Atlas, finalement, même si sa douleur ne s'arrête pas, il espère quand même se reposer. C'est pour ça qu'à la fin, mais c'est valable pour moi parce que je l'ai écrit, je me suis mis moi en tant qu'Atlas finalement. Mais à la fin, j'ai mis la vie, ses aspérités, l'espace, ses astéroïdes m'ont usé, désespéré. Je me pose au jardin des Hespérides. Et puis les Hespérides, c'était les filles d'Atlas. Et d'ailleurs, par rapport à Atlas, l'album qui est sorti, c'est un album rétrospectif qui est sorti avant Premium. C'est des anciens morceaux de 2006 à 2009 que j'ai décidé de remettre en ligne. Et je l'ai appelé Chronos, voilà, le père des titans. Comme Atlas était sorti juste avant, je dis tiens, Chronos, puis voilà, c'est le temps, donc on va remettre une rétrospective des morceaux de 2006 à 2009. Donc ça, c'est déjà en ligne, c'est des gens qui s'intéressent. Mais si les gens vont écouter sur Spotify ou Apple Music, tout ça, l'album Chronos, faut vraiment qu'ils aient en tête que c'est des morceaux qui ont plus de 10 ans. D'accord. Donc il y avait quand même du fond, il y avait quand même des textes un petit peu, mais c'est vrai que certains titres ont certainement un peu vieilli. Hein. Ouais, donc on va vraiment attendre Premium, qui est la vraie nouveauté finalement. Puis on continue dans l'espace, hein, avec Supernova. Là, on y va vraiment dans l'espace pour le coup. Ouais. Parce que là, tout d'un coup, le ton, il est complètement différent. L'ambiance, on est presque avec toi à la Réunion, je trouve. Je vise le paradis, Aljana, dans les soucis, dans les tracas, j'ai respiré le prana. Dans la street, c'était le cadenas, sur mon cœur, y'a un cadenas, des takali, bana. Quand ça cause trop, ça me parle pas. Walali, walala, mode guerrier, du Valhalla. Engagé sur un dracard, on affronte le blizzard. La foi sert de 3/4, la mort, dernier encart. Mes remparts, papa, je serai en retard. Je suis sorti du brouillard, j'ai grillé les radars. Quand je traverse en cassa, je mets le chétan dans les brancards et rajuste le brassard. À la recherche de la lumière à travers la galaxie. Donc, ouais. Puis il y a un artiste réunionnais. Ouais. Ah c'est pour ça. Dedans. Ouais. Qui s'appelle Ranlo Nimo, qui fait le deuxième couplet. Et là, on voulait parler vraiment prendre du recul sur notre parcours sur Terre. Ouais. Et du point de vue presque galactique. Voilà. En fait, c'est ce qu'on a voulu, hein. Mais il y a toujours ce côté mystique en filigrane. Je parlais de Snow et son côté viking, tradition nordique, etc. Ranlo plus du côté Ranlo Nimo, donc qui fait le deuxième couplet, lui c'est plus du côté islam. Après il y a moi qui introduis avec toujours mon côté mystique, ésotérique, machin, etc. Avec quelques petites références aussi au soufisme. Et là on essaie de
de faire des métaphores, paraphraser un petit peu simplement le discours de la vie, le discours qu'a la vie sur nous, dans nos difficultés, etc. Voilà. Et puis après, pour le refrain, on s'est pas pris la tête. Hein. Supernova, supernova, lumière, lumière, supernova, lumière, lumière, supernova. Je voulais un truc qui fasse un peu trance africaine. Mais c'est exactement ça. Je voulais pas prendre la tête. Dans le rythme. Je voulais voilà, qu'il soit dans cette ambiance. Mais où est-ce qu'on est, en fait? C'est ça. Il est vraiment spatial, ce morceau. On est absorbé dans une dimension autre. Et ce refrain, il est vraiment là pour ça. On décroche, comme des flashs lumineux, en fait, hein. Lumière, lumière, on a l'impression de voir un flash à chaque fois lumineux qui... Ouais. On avait pensé à un clip, d'ailleurs. On verra parce que, avec la distance, c'est compliqué. Sinon, il est à Nantes. D'accord. Moi, je suis à La Réunion, mais bon, après, ça peut s'organiser quand je vais monter. D'ailleurs, quand je passerai te voir, si les restrictions le permettent. Et on a pensé à un clip avec justement des lumières ou juste tous les trois avec la caméra qui tourne. Et puis après, sur fond vert, on fait des incrustes de galaxies, d'étoiles, etc. Là, ils nous ont sorti la vidéo de Mars, là, qui fait le buzz sur Internet. On pourrait la mettre en fond, voilà. Un truc de ce genre-là. Ou un truc dans le genre planisphère de Final Fantasy VII. Ah ouais. J'étais en train de jouer. Tu joues aux jeux vidéo, je sais que tu joues au RPG. Je sais que j'ai pris un abonnement Game Pass et je le ponce, j'avoue. Mais bon, après j'ai pas beaucoup de temps parce qu'avec le boulot. Là, j'étais sur FF12. Bon, c'est vieux, hein, mais c'est le remaster qui est sorti gratuitement sur Game Pass. Je suis sur le 8, c'est encore pire. Ouais. Ah ouais, le 8 aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le 6 sur Famicom, sur Super NES. Il était sorti aussi sur Game Boy Advance. C'était pour l'époque, c'était la révolution, quoi. Puis ces musiques, oh là là. Je crois que j'ai acheté le bouquin sur FF6. Ouais, les jeux vidéo, je peux en parler aussi. Hein. Je pense qu'on a ça en commun avec Idriss. Ah ouais, c'est clair. Ça nous apporte beaucoup. Hein. Il y a pas que du mauvais, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Exactement. Mais écoute, ça, c'est vraiment, il faudra vraiment qu'on fasse une émission à part sur ça parce que moi, je veux vraiment, j'ai fait la pop culture nous sauvera-t-elle avec un ami, pour parler de manga et de bande dessinée et de séries télé, etc. À quel point ça peut nous nourrir. Et vraiment sortir des grands clichés, de la vulgate, qui sont vraiment, c'est fait pour les gamins, c'est débile, c'est juste un exutoire et une diversion de l'esprit où, la personne elle est déconnectée de la réalité, pas du tout. C'est comme les grands contes. Il y a des messages cachés, des niveaux de lecture qui sont incroyables à trouver. Et les jeux vidéo, le truc, déjà c'est ce terme qui les dessert. Un jeu vidéo, je pense qu'il faudrait vraiment parler d'autre chose. Expérience vidéoludique, je sais pas, trouver autre chose. Mais là, on est aux manettes, littéralement. C'est nous qui dirigeons, c'est nous qui sommes le héros de l'histoire. Donc on est actifs. Et ça nous plonge encore plus facilement dans un monde différent. Et ça peut vraiment nous nourrir comme ça peut nous détruire. C'est un outil. Et c'est vrai que si on joue à un jeu de guerre où on tue des gens toute la journée, ça peut, si c'est par un abus, vraiment avoir un impact négatif. Mais ouais, bien sûr. Comme un livre de poésie, comme un autre livre peut influencer positivement ou négativement. Donc ouais, c'est clair. Mais après, il faut vraiment là, par exemple, il y a pas très longtemps, j'étais sur Twitter et les gens commencent à voir qu'Idriss a fait un morceau avec moi. Donc comme c'est du rap, il y a les gens qui adorent. Donc et puis après il y a des gens qui forcément, c'est pas leur culture, ils comprennent pas qu'est-ce qu'un docteur, qu'est-ce qu'une lumière comme Idriss va aller faire sur un album de rap. Mais je pense qu'il faut que ces gens-là et nous aussi, c'est valable pour moi, peut-être vis-à-vis d'autres cultures où j'ai aussi mes préjugés, voilà, ma perception qui peut être un peu biaisée. Mais moi, je pars du principe où toutes les cultures ont quelque chose à apporter. Voilà. J'avais des jeunes qui me disaient, à l'époque, j'étais formateur, donc avant d'être DG du dispositif dont je te parlais tout à l'heure. Mais quand j'étais formateur, j'étais un peu plus en face-à-face pédagogique avec les jeunes. Ils aimaient pas lire. Je leur disais, commence par une BD, commence par un manga. Moi, personnellement, j'étais fan de la culture. Je crois qu'on a ça en commun encore. Hein. J'étais fan de culture japonaise et je connaissais pas du tout Miyamoto Musashi.
Et j'ai découvert Miyamoto Musashi par le biais d'un manga. Et du coup, je suis parti lire La Pierre et le Sabre, La Parfaite Lumière de Eiji Yoshikawa, je crois. Je te dis de tête. Ça fait longtemps. Et à partir de là, je suis parti voir les vieux films japonais sur Musashi avec Toshiro Mifune, je crois, un acteur qui était le grand acteur d'Akira Toriyama à l'époque. Et c'est vrai que puis je me suis intéressé au Japon, à l'ère Edo, la bataille de Sekigahara, 1600, et voilà comment le Japon évolue en cette période-là, les Ronin, etc., les brotteurs. Et donc et tout ça, ça partait d'un manga. Voilà. Et puis quelqu'un qui, moi, à un moment donné, j'ai travaillé aussi dans une bibliothèque et il y avait la collection Osamu Tezuka. Tu sais, en format tout petit là. Et Tezuka, ce qui est bien, c'est qu'il a fait des mangas en one shot ou alors en deux ou trois tomes sur Beethoven, par exemple. Je crois qu'il en a un. Je crois qu'il doit en avoir un sur Mozart et sur d'autres figures. Et je disais, voilà, il y avait des jeunes qui voulaient pas rien savoir sur la musique classique, l'histoire, etc. Je leur disais, prends le livre d'Osamu Tezuka, prends le manga d'Osamu Tezuka. Ça, je leur a juste donné un petit peu de hype, un petit peu d'envie, quelques petites connaissances, et puis de là, voilà, ils se créent des liens vers d'autres éléments, d'autres points d'ancrage, points de convergence de la culture. Voilà, et ça fait comme des routes. Qu'importe le flacon, comme dirait l'autre, mais c'est exactement ça. Moi, je me souviens du dessin animé Il était une fois la vie, dont on a parlé déjà. Ouais. En vocal. Moi, c'est ce qui m'a inspiré le plus à faire Vérisme Télé. Tout est parti de là. Hein. Je me rendais compte que les enfants regardaient des dessins animés où il n'y avait pas de fond, il n'y avait aucun message qui était véhiculé, alors que nous, dans notre enfance, on pouvait apprendre le corps humain le matin avant de partir à l'école, avec vraiment un dessin animé bien foutu. Les persos étaient bien menés, l'animation était bonne. Tout était bien fait, mais pour l'avoir regardé il y a pas longtemps, c'était sacrément complexe. Ouais. C'était pas facile, quoi. Mais il y avait différents niveaux de lecture, et moi, je sais que je vais le passer là à mon fils qui a 6 ans. Bah, il aura son niveau de lecture, il va comprendre quelques petits trucs déjà, ça va être sympa, les globules rouges, les globules blancs, etc. Quelques petites bases. Et puis après, quand il sera plus grand, si de son point de vue à ce moment-là, ça n'a pas trop vieilli, il va peut-être se le regarder à nouveau et avoir une autre vision, une autre grille de lecture. Mais ouais, c'est des trucs à faire. Et on compte sur toi. Avec grande joie. Avec grande joie, mais on compte aussi sur toi parce que finalement, le combat est le même. Enfin, le combat, je vais pas utiliser ce mot guerrier pour rien. C'est juste la voix est la même. C'est-à-dire que, en fait, la réflexion pour raccrocher les wagons avec le rap, c'est que peu importe le vecteur qu'on utilise, si c'est pour transmettre des belles choses comme ça va marcher à partir du moment où on touche, en fait, la sensibilité de la personne qui est en face de nous. Et là, le rap peut avoir, à travers de beaux textes, à travers une belle musicalité, vraiment un intérêt, peu importe qui vous êtes, peu importe, à partir du moment que ça vous parle, évidemment. Et pour la suite de notre album, il y a Spartacus, et là, tu m'avais vraiment parlé de ce rapport à ton père, particulièrement dans ce morceau-là. Quand ça part, ça fuse, entre rage et ruse, la douleur m'amuse. Spartacus, quand ça part, ça fuse, entre rage et ruse, on grandit dans le dur. Spartacus. Ouais, entre-temps, dans les fameuses 10 années durant lesquelles j'ai arrêté complètement la musique, il y a mon père qui est parti aussi. Très rapidement, il a eu la maladie de notre époque, un cancer. Pendant 1 an, il était dans la difficulté, dans la souffrance, puis après il est parti. Et mon père, ça a toujours été un modèle pour moi, surtout de courage, de bravoure. J'ai parlé un peu de ma famille au début, mais je suis pas rentré dans les détails. Mais mon père, il a perdu sa mère très jeune, ma grand-mère. Du coup, il était catégorisé parmi les enfants en difficulté ou en grande difficulté, avec un retard scolaire grave. Ensuite, il a eu une enfance très compliquée. Il a été mis à la rue à 16 ans.
il voulait être photographe, journaliste, etc. Au final, il a été boulanger, ouvrier boulanger non diplômé, donc avec un taf d'esclave. Tu te lèves à 1h du mat, et tu reviens à pas d'heure, tu dors au boulot à côté du pétrin sur un tapis. Voilà, il a fait tout ça pour nourrir sa famille. Et en plus marié avec une femme de couleur, parce que mon père lui il est parisien. Ma grand-mère était d'origine irlandaise et ma mère elle est réunionnaise avec un mélange Inde, Afrique, Bretagne aussi, Madagascar. Donc une femme de couleur. Donc voilà, des événements qui ont fait que voilà, il a été un peu aussi peut-être rejeté par son propre père, mon grand-père. Enfin bref, il y a toutes ces choses-là. Et malgré tout, il a gardé le cap. Et mon père, il n'avait pas forcément de spiritualité à proprement parler selon nos critères à nous. Enfin les critères les plus communs, c'est-à-dire monothéisme, chrétien, juif, musulman, etc. Il était vraiment contre tout ça, mais il était totalement athée, mais il avait un amour et une force de caractère qui en faisait une spiritualité peut-être à part entière finalement, qu'il arrivait à nous transmettre. Et ouais, j'ai fait ce morceau pour lui. Je fais démarrer le morceau dans les années 80, dans le 92 à Asnières, quand on habitait en HLM. Et voilà, je raconte un peu moi mon enfance. Comment le premier couplet, c'est surtout ça. Voilà, quand ma mère se fait braquer, quand je trouve des seringues d'héroïne dans les poubelles, quand après c'est quelques flashs, tu sais, dans l'enfance, c'est éloigné, mais j'ai quelques flashs. Je parle des darons de la cité qui sont sur le boulodrome, qui fument leur clope et qui jouent aux boules. Voilà, quelques petites flashs. J'essaie de recréer cette ambiance des années 80. Années Mitterrand, à un moment, je dis, ou bien je parle des morceaux qui résonnaient dans les immeubles. Tu avais un mélange de Zouk, un mélange de Mike Brandt, même si on était dans les années 80, c'était des classiques que les parents continuaient d'écouter, tu vois. Et voilà, j'ai essayé de mettre un peu de tout ça. Et le titre c'est Spartacus, et le Spartacus en question, c'est mon père finalement. Voilà. Un super message, c'est un super message et un super. Je m'y retrouve beaucoup parce que je t'ai partagé aussi mon chemin personnel et je pense que ça parlera à énormément de gens. On a ces héros là qui nous entourent, dont on s'inspire énormément, qui sont là ou qui sont plus là, et on a besoin d'eux, donc on a besoin de se remémorer un petit peu leur parcours, ce qu'ils nous ont transmis, s'inspirer aussi de leurs erreurs, parce que c'est elles aussi qui nous permettent d'évoluer. C'est ce rapport à la mort qui est très intéressant et qui est complètement occulté de nos jours, où on voit plus les personnes âgées partir. Nos grands-parents, on les accompagne plus dans la mort, on les met dans des EHPAD. C'est malheureusement, c'est bête à dire, mais ça nous enlève le sel de la vie, de plus être sensible à la mortalité. On arrive à des aberrations comme le transhumanisme, ou vraiment des désirs d'immortalité qui en fait vont faire perdre toute la saveur de la vie. Donc c'est super important. Je pense cet hommage que tu rends à ton papa dans Spartacus, même si le morceau peut paraître noir, il va donner naissance à la lumière vraiment avec Respire, avec le cœur aussi, mais Respire tout d'un coup c'est beaucoup plus joyeux. C'est en fait calme-toi, c'est la vie est continue, sois zen, etc. Profite. Vraiment, c'est beaucoup plus léger dans Respire. Liberté et de choisir ton maître. Détends-toi, mec, écoute ton être devant nos prises de tête. Mais qu'est-ce qu'on s'embête, putain. Mais qu'est-ce qu'on s'embête, putain. Just make a way to make it high. Respire. Mets tes coups sur côté, tout maléa. Prends un peu de temps, apprécier un peu. Respire. Prends un peu de temps, apaiser un peu l'okéa. Ouais, Respire, c'était. Je l'ai placé à ce moment-là justement parce que quand on a commencé à travailler sur l'ordre des morceaux avec Snow, qui est le président du label L'Empreinte Records, on s'est dit, c'est surtout moi finalement. Et après, quand j'ai transmis la playlist potentielle, ça a été validé. On s'est dit qu'après un morceau dur comme Spartacus, fallait mieux un petit peu plus de légèreté, de recul avec Respire, un petit refrain chanté moitié en anglais, moitié en créole réunionnais.
des instruments traditionnels réunionnais comme le kayamb, emprunté à la musique traditionnelle réunionnaise qui est le maloya, qui est reconnu à l'UNESCO, qui est vraiment quelque chose d'endémique, enfin de typique de la Réunion. On a essayé d'en mettre des petits morceaux. La prod, c'est Yuri Botterman, qui avait fait auparavant un morceau pour Luz and the Yakuza, un excellent album. Il avait fait la piste numéro 3 sur le dernier album, là, qui s'appelle Telephone Son. Et il avait fait un morceau aussi pour un rappeur très connu, qui s'appelle Damso, qui avait démarré sur le label de Booba et qui après a pris son indépendance. Et donc Yuri, ouais, pour nous dans notre sphère à nous, c'est un pilier au niveau de la musique. Et là, il a fait une prod vraiment légère, un peu afrobeat aussi. Il travaillait beaucoup avec l'Afrique. Du coup, il a ramené un peu de tout ça. Et Respire, ça aussi, finalement, mais on se l'est pas dit. Moi, je me le suis pas dit quand j'ai écrit. Mais avec le recul, maintenant, je me dis, en fait, c'est le morceau pour le Covid, quoi. C'est le morceau. On aura envie de faire un clip, on va peut-être le faire, hein, mais on verra. Où on enlève le masque et voilà, on respire, quoi. On prend du recul par rapport à tout ça. Juste un sourire pour les enfants. Un peu arrêter d'être trop dans la dureté, dans la gravité, hein, au sens physique comme au sens de l'esprit. Faut arrêter, faut se libérer un peu, faut prendre un peu de hauteur. Faut être un peu dans un état quantique. Faut être un peu dans le un peu dans le quantum, ouais. Dans le quantum qui arrive après. Lui, je dois avouer que ce morceau-là, c'est peut-être mon préféré. Atlas et Quantum, ça dépend des jours. Hein. Ouais. Mais, ils sont vraiment géniaux. Vraiment, Quantum. Car j'ai tout fait. Cette terre est bon, donne-moi une bouffée. Je me suis perdu dans l'espace. Je reviens servir l'espèce. Pareil que j'ai laissé des traces dans la tête. Mon empreinte et mes potes dans la Hesse. Naïveté, redonne-moi ton adresse. Faut être cohérent, les choix appartiennent aux hommes. Dans la vie, quand tu te rates, y a pas d'erratum. Ils font la queue pour des sommes. Bosse pour Iblis et prie Dieu au prud'homme. Plus rien ne m'étonne. Au revoir la rue, j'ai plus la tête au complot. 40 piges, je suis posé devant les slams dans tes compos. Envoie la compo, Snow, je veux l'audi, j'aurai la lambeau. J'ai le cœur en lambeau, mes potes tombent. Dans 20 ans, je parle qu'à des fantômes muets comme des tombes. C'est pandémonium ici. Allant à péter la barque d'Isis. Viens on se barre. Ce que j'entends sur les ondes, c'est random. Aucune attente, zéro hype de leur album. L'empreinte c'est du premium. Du hip-hop, je te donne l'essence, le quantum. Parle-nous-en, comment il est né, d'où il vient ce morceau. C'est vraiment pour moi le morceau de la sagesse, tu vois. Il arrive après, ouais. Il arrive un peu en fin de course. Il globalise beaucoup de choses. Ouais, c'est le mec qui est sur son canapé, qui a 40 piges, qui prend du recul et qui te dit les choses comme elles sont, en essayant de mettre un peu de style, un peu de métaphore, des sens, des doubles sens. Voilà, il y a un petit côté premium aussi dans le sens où, au-delà du refrain de Quantum qui a été repris pour le morceau premium dans les scratchs. Au-delà de ça, c'est vraiment le côté comment je me positionne finalement par rapport au hip-hop. Donc voilà, je suis là mais sans être dedans et en même temps j'apporte une petite critique sur tout ce qui est un peu trop mainstream, tu vois. Donc c'est un petit peu plus large que ça quand même, hein, parce que quand tu dis je suis perdu dans l'espace, je reviens servir l'espèce, je trouve que c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure, c'est l'âge où tu sens que tu as besoin de l'engagement, de t'engager pour des choses qui sont importantes. Et ça arrive généralement à nos âges, quoi. Une fois qu'on a fait le tour sur nous-mêmes, qu'on a regardé le monde et qu'on s'est dit bon, mon parcours c'est ça, mon passé c'est ça, voilà les grandes leçons et voilà peut-être ce qui constitue mes valeurs, vraiment ce qui est sacré pour moi. Et maintenant, j'acte, je m'engage, quitte à jouer sa peau, comme dirait Taleb. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, on l'a remis sur l'album, mais à la base, il n'était pas forcément prévu pour être sur l'album parce que c'était le single qui devait marquer mon retour. Et comme tu dis, ouais, c'est un peu ça parce que j'ai pris le recul nécessaire et puis j'arrive, tu parles de sagesse, on peut parler peut-être de maturité. J'essaie de garder les pieds sur terre, hein, mais vraiment, voilà, j'ai un petit peu de maturité, de recul et de dire, ouais, je reviens, je vais essayer de transmettre des petites choses, voilà. Et puis dedans, il y a le petit clin d'œil à Idriss. C'est comme ça qu'avec Idriss, on a pu travailler ensemble par la suite, où je mets
Tu veux sauver le pays, Clona Berkane. Depuis le Covid, madame, l'ange de la mort se prend pour Tarkane. Sur Terre, je me sens en gardave. Enfin bref, etc. Faut aller écouter. Leur blé, tu t'en vas la race, mais c'est clair que c'est exactement ça. Le clin d'œil à Idriss était tout trouvé, et je pense qu'il a bien réagi pour ça. C'est-à-dire ça l'a touché, et après vous êtes rentrés en relation pour la suite. Alors Idriss, on va le retrouver tout à la fin, mais après ça, on a Avec le cœur qui est là une explosion je sais pas moi, d'amour et aussi de fraternité entre différents chanteurs. J'ai le cœur pris en otage entre des côtes un peu fêlées, comme un navire en errance en plein milieu des rochers. J'ai traversé les déserts, grandes plaines et tempêtes. J'ai grandi entre grande peine et tendresse. Avec le cœur j'avance et toutes mes peurs reculent. Mon âme se réchauffe quand mes démons se consument. Un jour on se perd et on haït ce qu'on aime. On maudit la vie mais on récolte ce qu'on sème. Check, retourne le sablier. J'ai déjà trop perdu de temps pour toutes vos conneries, vos billets. Je suis pas très terre à terre selon certains. Je suis dans la lune, dans la brume. Je les vois tous teintés d'amertume. Pour certains la réussite c'est juste te voir tomber de haut. Chercheront le petit défaut dans tout ce que tu feras de beau. J'ai sorti la grand voile quand le divin me soufflait tout bas. Tout va bien, t'es plus grand que tous leurs coups bas. Avec le cœur je pense, avec le cœur j'avance. Et avec tous les doutes, j'ai pris mes distances. Avec le cœur je pense, avec le cœur j'avance. Et avec tous les doutes, j'ai pris mes distances. C'est vraiment, ce morceau est génial, vraiment génial. Je l'ai découvert plus tard parce que tu m'avais fait découvrir Atlas et Quantum en premier, mais Avec le cœur, j'ai découvert quand j'ai eu l'album en entier. Superbe. Vraiment celui-là à écouter. Ouais, c'est gentil. C'est sympa. En plus c'est le seul morceau avec une prod qui est très acoustique parce que c'est Snow qui avait décidé de prendre sa guitare et qui a lâché son spin. Voilà, il était avec son père à Nantes. Ils étaient en studio. Puis moi j'étais sur un tournage de clip mais pour des amis. J'étais derrière la caméra pour le coup. Et là il m'appelle. Ouais, on a ça. Qu'est-ce que t'en penses? Donc on s'envoie le truc. On partage un cloud en fait. On s'envoie les prods, les textes, les idées, les visuels, etc. Donc je vais sur le cloud et puis j'écoute ça, je dis ah putain les gars, faut l'intégrer à l'album absolument. Puis là j'ai commencé à cogiter et puis après j'ai écrit mon couplet avec une volonté particulière sur le couplet parce que c'est vrai que Soper qui a introduit le morceau, il a un côté très poétique en même temps très sombre avec une voix qui est bien à lui. Moi je vous recommande parce qu'il est très technique aussi, très profond, Soper. Je vous recommande son album aussi, qui est disponible sur le store de l'empreinterecords.com. L'album s'appelle SAD. Et donc, il y avait Soper, là, qui arrivait comme ça. Snow qui arrive avec ses métaphores, le divin me soufflait tout bas, j'ai hissé la grande voile quand le divin me soufflait tout bas, tout va bien, t'es plus grand que tous leurs coups bas. Tu vois, au bas, me souffler tout bas, j'ai hissé la grande voile. Enfin, et il y avait vraiment dans chacun des textes beaucoup de travail autour de la plume et des idées. Et moi, j'ai voulu d'entrée partir sur un truc sombre, de peut-être celui que j'étais à une certaine époque. Et dans cet univers un peu sombre, dans les ténèbres dans lesquelles j'étais, dans mes difficultés, etc., plus jeune, mais en fait, la lumière était là, mais là, je la voyais pas. Et là, je vais donner une clé aussi aux personnes qui ont écouté l'album. C'est que dans le premier couplet, en fait, enfin, dans mon couplet, pardon, dans les premières rimes de mon couplet, j'ai voulu cacher de la lumière dans les ténèbres. Et c'est pour ça que j'ai fait des rimes avec phare. Alors que ce que je dis est très sombre. Alors, ce que je dis, c'est, oh là là, je vais pas avoir Attends, faut que je retrouve quand même. Faut que tu chopes le mouvement dans le morceau, c'est pas facile. J'ai retrouvé, je disais, j'étais un étang blafard dans des catacombes où pleuvent des larmes en trombe sur les nénuphars. Voilà, bon, après, il y a la suite, hein, parce que je crois que c'est du 8 mesures, bon, peut-être un peu plus de 8 mesures pour chaque couplet. Et donc voilà, bon, et effectivement, c'est ce que j'avais dit dans le communiqué de presse quand j'ai envoyé le communiqué pour présenter l'album, c'est que c'est un peu un morceau, on va dire, d'artiste, de sentiment, d'émotion, de cœur finalement, voilà, comme son nom l'indique. Ouais, c'est super parce qu'il trouve sa place parfaitement avec Quantum, c'est-à-dire je reviens servir, mais comment? Avec le cœur, avec cette lumière. Ouais.
puis je ressors un petit peu des ténèbres. Comment faut le faire? Vraiment, la manière, c'est quoi? Je sais qu'il faut que je serve, là, il faut que je m'engage. Faut pas oublier, le plus important, c'est de le faire avec le cœur, en apportant la lumière. Et ça, c'est vraiment le discours des stoïciens, pour le coup. Faut pas faire plus proche, quoi, hein. C'est-à-dire, même si tu aides qu'une seule personne dans ta vie, ça aura valu le coup de vivre. Même si, à partir du moment où tu fais ton mieux, tu fais le bien autour de toi, ne te pose pas plus de questions que ça. Et donc, ouais, moi, je trouve la continuité avec les autres morceaux, nickel, nickel. Ouais. Merci Pierre, c'est sympa. Et donc, rendez-vous, c'est le 10e morceau. Alors, rendez-vous, donc là, on est dans l'engagement, on a trouvé la lumière, on sait comment on va acter, etc. Mais est-ce qu'on a rendez-vous maintenant avec la mort ou avec la vie? C'est un peu la question du morceau. Pas encore sur le banc des fous, je regarde la vie qui défile. Dans ma tête, je suis en exil, j'attends que la mort me donne rendez-vous. Pas encore sur le banc des fous, je regarde la mort qui défile. Dans ma tête, je suis en exil, j'attends que la vie me donne rendez-vous. J'ai le regard dans le vide, les pensées dans un vortex. Le lâcher prise, c'est juste une attitude, un prétexte. Cette guerre intérieure me conduit à la paix. C'est pas que je t'aime pas, mais j'évite les délires du passé. Ouais, bah si je voulais terminer en douceur, c'est un peu le morceau mélancolique. Ouais. Et ouais, est-ce que j'ai rendez-vous avec la vie? Est-ce que j'ai rendez-vous avec la mort? Est-ce que la mort c'est pas la vie? Est-ce que la vie c'est pas un peu la mort? Enfin, ouais, il y a un peu tout ça qui se mêle pendant le refrain. C'est pour ça que j'ai inversé les mots. Et après c'est vraiment. Et puis je termine le couplet en disant je rentre dans la caisse, je m'en vais. En fait là sur la pochette il y a une voiture. Donc je clôture aussi en faisant ça finalement. C'est dans le dernier couplet. Voilà, c'était vrai. Comment? T'as eu l'Audi ou la Lambo? J'ai une vieille Audi. C'est pas celle-là dans laquelle je suis. Elle est en réparation. Mais ouais, j'ai pas encore la Lambo, ça va arriver après. Mais ouais, rendez-vous, et puis rendez-vous, ça m'a fait penser. Alors ça parlera peut-être plus aux Réunionnais finalement qui connaîtront davantage cet artiste. Il s'appelle Tiloun. En fait, c'est mon oncle. C'était un grand artiste, un grand chanteur de Maloya qui est décédé l'année dernière. Il avait un morceau qui s'appelle, je crois que c'est Causement pour la vie. C'est-à-dire, il parle pour la vie, il met en avant la vie. Et il fait beaucoup de rimes avec la vie, avec à chaque fois un sens différent dans ce morceau-là. Alors, c'est plus simple pour les créolophones, mais si ça vous intéresse, allez écouter ce morceau-là. C'est Tiloun, T-I-L-O-U-N. Et ouais, c'était un peu aussi un hommage à lui, ce morceau Rendez-vous, parce que c'est un rendez-vous avec la vie et en même temps, c'est comment, une fois que ça se clôture, une fois que tout se termine, comment aller au-delà de tout ça, comment poursuivre la route finalement. C'est un morceau de clôture et de continuité, comme quand on nous demande à l'école de faire une conclusion, mais de laisser ouverte une problématique. Tu vois. C'est ça. Ouais, super. Vraiment un beau morceau aussi, mais c'est pas vraiment la conclusion de l'album, puisqu'on a un truc bonus à la fin, une 11e piste, où là, Idriss est tout seul, plus ou moins, en vocal. Parle-nous-en de, c'est lequel déjà? J'ai pas noté le nom, j'ai oublié. All Humanity, One Man. Humanity, one man, whole humanity, one kind, whole eternity, one mind, a bolder melody, enshrined in each and every heart, unlined, hold fraternity, one fine, fatal humanity, one man, sing humanity, one kind. Pris donc l'humain comme un seul homme dont la mortelle cacophonie de pays armés en pays joue encore de la et de si en prélude à cette euphonie qu'espèrent les morts en symposium et qui de leur columbarium attendent après les amis dans ce qui voit l'humain comme un seul homme, qui voit l'humain comme un seul homme, qui voit l'humain comme un seul homme, que soit l'humain comme un seul homme. C'est ça. Et en fait, quand on avait commencé à discuter avec Idriss, il m'avait sorti ce morceau-là, il me l'avait envoyé en fait, parce que j'avais dit viens on fait un morceau. Il m'a dit ouais bah ok on y va. Puis après on a échangé par mail, il m'a envoyé ce morceau-là qui existait déjà. Je trouvais que c'était génial. Et à un moment donné, quand on était sur la finalisation de l'album, j'envoyais une version du mix, il me disait ce qui est bon, ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on améliore, voilà, on échangeait comme ça. Et à la fin, on s'est dit ouais bah si on mettait ton morceau solo en bonus track, c'est bien, il est jamais sorti. Il est là, il attend juste à sortir.
Et donc on s'est dit ouais, on va le mettre. C'est toujours dans le thème. Ça reste du rap conscient, même si, comme je dis toujours, rap conscient c'est un peu réducteur. Mais ça reste du rap à texte. Et ça allait bien dans la continuité. C'est peut-être pour annoncer autre chose. Voilà, c'est un petit bonus track pour se dire ok, Nick MC Idriss, on sait jamais. Parce qu'il est au courant de vos aventures, ça c'est clair. Eh ben, Nico, c'est un plaisir, tu vois. Moi, j'aimerais, tu vois, qu'on prenne le temps de décortiquer les albums avec l'artiste, que ce soit dans le rap ou dans un autre domaine, savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. C'est comme un poème. Un poème, ça devrait être de facto accessible à tous et on devrait tous trouver un message derrière. Surtout, il devrait pas y avoir de barrière à l'entrée. Mais je trouve que ce serait encore mieux si on avait directement sous le coude Verlaine et Paul Éluard et qu'on pouvait leur poser les questions. Pourquoi vous avez écrit ça et comment ça se passe? Et ben la musique c'est pareil. Donc j'étais vraiment très content, tu vois, que tu nous expliques un petit peu chaque morceau, la continuité et qu'est-ce qui se cache derrière. J'espère que ça va donner envie aux gens d'aller déjà écouter, acheter l'album, que ce soit en version numérique ou en physique, hein, parce ça existe aussi en physique. Ouais. Ouais, il y a une version physique. On s'est dit, on va pousser le côté premium jusqu'au bout. Alors on a fait un CD en boîtier métal. Ouais. On a essayé de faire un super beau, super propre. Et il est déjà en vente sur empreintrecords.com. Ouais. Et sur les plateformes, c'est le 27 février. Mais comme au moment où on enregistre, entre le moment où on enregistre et le moment où on va diffuser, on sera certainement à la date où ce sera déjà sorti. Là, faut juste, si tu peux, Pierre, mettre les liens vers Apple, Spotify, Deezer, dessous. Ouais, ce sera dessous, sous la vidéo, et puis je vais même faire, tu vois, un décor derrière nous où il y aura déjà les liens, donc les gens le verront tout au long de l'interview. Comme ça, ce sera une bonne publicité pour vraiment un collectif d'artistes. Hein. L'Empreinte Records, c'est pas que toi, mais en tout cas, un très beau message, un très bel album, des super morceaux que j'écoute en boucle. Alors je dois te l'avouer, quand je m'entraîne le matin à la salle de sport, ça m'accompagne dans l'effort, et c'est top. Ah super, ça m'accompagne bien dans l'effort. Si ça te donne de la force, c'est cool, super, génial, ça fait plaisir. Ouais. Et en tout cas, ça se passe sur l'empreintrecords.com. Pour le dire à l'oral, ça va mieux. Et sur toutes les plateformes, les grandes plateformes d'écoute musicale. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé ce temps de parole. J'ai rarement l'occasion de m'exprimer autour de ce que je fais en termes de musique. Et j'aurais pu dire encore plein de choses, mais après, quand je parle, tu feras de retour. Il faut pas tout dire par d'un seul coup. Il faut qu'on fasse des émissions avec Idriss autour du jeu vidéo, par exemple. Mais je changerai de casquette. D'ailleurs, j'ai toujours une casquette. Là, ça fait un moment que j'ai pas été chez le coiffeur. Alors, il faut absolument que je mette ma casquette. Puis comme c'est celle qui est sur la pochette, comme ça. Ouais, mais je reviendrai avec plaisir en tout cas. Si tu m'invites, Carrément. Ouais, c'est que le début. Yes. Merci Pierre. Monsieur Nick MC. Ouais, à très vite. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Bye bye. Merci pour votre écoute, les antifragiles. Si vous voulez plus de conseils, de réflexions, de retours d'expérience et développer une autonomie de la pensée et apprendre les techniques de renforcement naturel, tout ce qui touche à l'hormèse et à l'antifragilité, rendez-vous sur www.hormèse.com et inscrivez-vous à ma newsletter. Elle est gratuite. Elle est envoyée une fois tous les 3 jours. À très vite.